Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour du métier de pilote de drone. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont le lieutenant Samuel Rota, chef du CIRFA de Dijon, bureau R, qui nous rappellera tout à l'heure exactement ce qu'est le CIRFA. Également Madame Alexandra Cravota, directrice adjointe, et Monsieur Christophe Courtois, directeur du CFAD, Centre de formation au métier du drone. Donc quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions. Et voilà, et je ne manquerai pas de les relayer. Et toute question qui ne trouvera pas de réponse aujourd'hui, on trouvera une ultérieurement. Donc je laisse la parole maintenant au lieutenant Rota et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le lieutenant Sam, ça sera plus simple, de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis le responsable du recrutement de l'armée de l'air et de l'espace en Bourgogne. Et du coup, on est là pour parler des drones dans l'armée de l'air. Donc, les drones dans l'armée de l'air, c'est très vaste, hein. On a bien sûr des drones qui sont des avions, on recrute des pilotes de drones et on a aussi d'autres applications, notamment dans la lutte anti-drone. Et puis nos commandos, nos agents de protection des bases aériennes utilisent également des drones pour la protection des installations et pour les opérations essentiellement des forces spéciales. Je vais laisser aux autres interlocuteurs le temps pour se présenter. Eh bien, nous sommes donc, nous, du CFAD, donc Centre de formation métier du drone. On parle du même outil, mais à l'opposé, puisque nous sommes uniquement dans le secteur civil, donc vraiment dans les usages, dans les usages audiovisuels, BTP, etc. On en reparlera, voilà, mais pas du tout militaire. Donc c'est bien, on se complète bien. Du coup, notre premier drone, alors je veux dire le drone, on pourrait dire ce qu'on imagine dans l'armée de l'air, mais c'est les drones mâles, hein, donc c'est haute altitude et longue portée. On utilise les Reaper. Donc là, si on peut mettre une photo du Reaper que j'avais fourni. Le Reaper, c'est quoi? C'est un avion. Hein. C'est un C'est un avion à part entière. D'ailleurs, notre recrutement et notre formation, hein, ça sera une formation, un recrutement, puis une formation de pilote de drone. Hein. Pour vous donner une idée, hein, le, le Reaper, il est capable de voler 24 heures, il vole à 335 km/h, il a 900 chevaux, il a une altitude de travail de 25 000 pieds. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça fait 7500 mètres d'altitude. Donc, c'est déjà un drone qui sert pour les opérations, essentiellement pour le renseignement, mais également, il est capable d'illuminer des cibles ou faire des tirs de munitions plus de bombes guidées laser. Mais sa mission première, c'est plus le renseignement. D'ailleurs, l'équipage d'un drone, hein, il n'y a pas qu'un pilote, il y a un opérateur capteur parce que un drone, comme on va le voir dans la petite vidéo, hein, c'est une multitude de systèmes capteurs vidéo, électromagnétiques. Et puis, bien sûr, il faut interpréter. Donc, dans l'équipage, il y aura un pilote, un copilote, un opérateur capteur et bien sûr des spécialistes du renseignement, un officier renseignement et puis un spécialiste de l'imagerie, donc un technicien métier, un technicien d'interprétation image. On peut peut-être passer la vidéo pour se rendre compte de ce qu'est le Reaper.
Donc vous pouvez, comme vous avez pu voir, c'est un système d'armes à part entière. C'est un avion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pilote qui va travailler. On a des mécaniciens et des techniciens qui vont travailler directement sur le drone, des techniciens armement. Quand on a vu sur le système d'armes, sur la munition, on a des spécialistes de l'électronique et des spécialistes bien sûr de la propulsion qui vont travailler sur le drone. La France a fait le choix que les pilotes pilotent les drones du théâtre d'opération. Alors parce que la France a appris des précurseurs dans les drones, comme les Israéliens ou les Américains, et du coup préfère préserver le mental de ses pilotes et puis de son personnel qui s'occupe des drones. Donc tout l'équipage, du pilote jusqu'au mécanicien, va suivre le Reaper en opération extérieure. On recrute pour entretenir ces Reapers, bien sûr, les pilotes. Alors, un pilote, il ne faut pas croire qu'il faut faire spécialement maths sup, maths spé. Il faut avoir un bac pour être pilote et passer des tests, des épreuves spécifiques, dont des tests psychotechniques et des tests psychomoteurs, les mêmes que pour un pilote de chasse, de transport ou d'hélico. La particularité, c'est que l'armée de l'air, quand vous déposez votre candidature, vous choisissez d'être pilote de drone. On va chercher d'autres aptitudes que pour un pilote classique. Il y a quand même une différence de conduire une voiture et de piloter une voiture radiocommandée. Il faut imaginer que là, en plus, on rajoute la 3D. C'est pour ça qu'il y a ces petites opérations, ces petits tests supplémentaires. Les tests de sélection se passeront en 3 étapes. Il y aura une étape de sélection, tests psychotechniques, tests d'anglais, etc. et une propre drone. La formation, elle durera 3 ans. Et pour la petite anecdote, c'est pas les jeunes pilotes qui font décoller le Reaper, mais c'est bien les pilotes chevronnés. Le plus dur pour un avion comme ça, c'est de faire décoller et atterrir sans être dedans, sans avoir les sensations de vol que peut avoir un pilote classique. Et après, par contre, les autres spécialités, c'est un recrutement classique et c'est un choix d'affectation en début, en milieu ou en fin de carrière en fonction. Les techniciens, on a des techniciens aéronautiques qui avant ont travaillé sur Rafale ou éventuellement Transal pour les avions de transport. Ça, c'est à peu près un détachement, c'est une centaine de personnes pour deux drones. Les drones Reaper, ils sont plus sollicités en opération extérieure qu'en opération intérieure. Les drones qui sont en France servent surtout à la formation. Je ne sais pas si je suis dans les temps là. Moi, j'ai des questions. Il y a un âge limite ou pas pour Alors, pour les pilotes, la formation, comme je vous l'ai dit, elle dure 3 ans. Pour qu'un pilote soit opérationnel, quel que soit le type de pilotage, il faut compter 4 ans et demi, 5 ans. Donc, la limite d'âge pour être pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, et même, je dirais, dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est 27 ans. D'accord. Pour les mécaniciens, les spécialistes du renseignement, etc., ça va être 30 ans. Mais pour un pilote, c'est 27 ans. Vous avez des gens qui viennent du civil, par exemple pour une reconversion, qui s'étaient dit: «Voilà, je vais grossir le trait, je voulais être mécanicien auto ou camion et j'ai une passion pour l'aviation et du coup, des jeunes qui étaient déjà en emploi, par exemple, jusqu'à 30 ans, c'est jeune, et qui font des reconversions dans l'armée». C'est notre grand avantage puisque nous, on va recruter, former. D'ailleurs, nos nouveaux collaborateurs, ils sont formés et payés pendant cette formation. Donc, c'est notre grande chance. Oui, on a des jeunes qui vont peut-être travailler dans la maintenance aéronautique ou qui ont commencé une fac. Pour les pilotes, c'est souvent commencer une fac et puis après qui passent les sélections. Mais oui, on a aussi des jeunes qui profitent de cette opportunité pour devenir mécanicien à l'armée de l'air, pour être formés, pour développer leurs compétences. Nous, notre formation, elle va prendre vraiment tout en compte. Donc, il y aura une formation militaire. Alors, pour un sous-officier, c'est 4 mois. Pour un officier, c'est un peu moins long. C'est que 3 mois. Et puis après, il y a une formation professionnelle. Et la formation professionnelle, c'est comme une formation classique dans un organisme de formation professionnelle civile, sauf que au lieu d'apprendre sur du matériel classique, ça va être des matériels militaires. Après, quand on arrive sur drone, il y aura une formation complémentaire parce que le drone, c'est pas un avion qu'on apprend forcément à l'école. Le moteur, c'est plus un moteur, alors pas d'avion d'aéroclub, mais en tout cas, c'est un moteur totalement différent qu'un transporteur, qu'un chasseur ou un hélico. Voilà. Et puis, c'est un aéronef qui a quand même la possibilité de voler 24 heures d'affilée. Donc, il y a d'autres contraintes à prendre en compte quand on fait l'entretien.
Oui, mais il y a quand même des possibilités de rentrer dans l'armée si on a suivi d'autres formations dans le civil, tout comme il y a la possibilité au sein de l'armée de passer, si on était sur, drone, d'aller sur, d'autres, avions plus conséquents, comme Alors, le transporteur. c'est souvent l'inverse. Déjà, quand on a pris vraiment à bras le corps la composante drone il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et déjà on a pris des pilotes qui étaient déjà formés, hein, parce que nos avions volent dans le circuit, classique, hein, de l'aviation professionnelle. Du coup, on a pris des pilotes déjà formés, des pilotes de transport et des pilotes de chasse essentiellement. Et ensuite, aujourd'hui, les pilotes de drone, il faut savoir qu'ils volent au moins 1 heure toutes les semaines sur un avion réel pour pas perdre les sensations de vol. D'accord. Donc voilà, c'est plus dans le sens là. Après, c'est totalement possible, mais par contre, on peut commencer mécanicien, passer des sélections internes pour devenir pilote par la suite si on le veut. OK, donc il y a des évolutions en interne, et Moi, c'est très ouvert. alors, je suis pas pilote de drone, je suis même pas pilote, hein, moi je suis officier plutôt communication, mais moi j'en suis l'exemple, hein, j'étais sous-officier avant, je suis passé officier. Chez nous, on peut passer de militaire du rang à sous-officier à officier. Voilà. Après, les drones, il n'y a pas que ces drones opérationnels. Là, ça va se rapprocher un peu de. Je ne veux pas trop en parler parce que je pense que vous serez plus des spécialistes, vous. On a des gens qui vont utiliser les drones, qui vont être formés par par des écoles de drones civiles, notamment pour entraîner. On a des spécialistes de la défense solaire, de la protection des espaces aériens, qui protègent les espaces aériens contre des attaques drones. Alors nous, la crainte de l'attaque drone, il y a le renseignement. Donc c'est survoler une base aérienne pour se renseigner, mais il y a aussi les attaques piégées de drones, comme on peut voir par exemple en Syrie ou en Irak. Et donc on a des spécialistes qui vont être formés à la protection anti-drone. Donc c'est un système de brouillage avec un fusil de balle trappe avec un fusil qui ressemble à un fusil de balle trappe, mais qui est là pour détruire le drone une fois qu'ils l'ont figé. Et puis après, on a d'autres spécialistes comme les commandos parachutistes de l'air ou les fusiliers. Alors, les commandos parachutistes de l'air, c'est notre force spécifique et spéciale de l'armée de l'air. Ils sont formés à la prise d'assaut d'aéroportuaires, rapatriement des populations dans les territoires en crise, aller chercher un pilote au-delà des lignes ennemies. Tout ça, eux, ils vont utiliser les drones. Des drones classiques qui se retrouvent dans le civil ou un peu plus perfectionnés, ou tout petits. Hein. On a des drones, ils font la taille, ils ont des drones qui font une taille comme ça à peu près. Et puis ensuite, on a les agents de plus en plus, hein, les fusiliers, chez nous on appelle ça des fusiliers parachutistes de l'air ou des fusiliers de l'air. C'est des agents de protection des bases aériennes, vont utiliser le drone parce qu'une base aérienne, c'est une grande étendue. Et c'est une grande étendue souvent d'herbe, hein, il y a des bâtiments, mais il y a beaucoup à surveiller. Et le drone, là, prend tout son sens, au même titre que la SNCF peut surveiller ses voies ferrées avec le drone. Nous, on va faire la même chose sur nos bases aériennes. La plupart du temps, on a des emplois similaires au monde civil et d'une utilisation quasi similaire. Hein. Alors des fois, on est initiateur de la chose. Des fois, comme là, on utilise le savoir-faire du monde civil. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. On va se diffuser ce petit témoignage de ce jeune homme. Pilote de drone qui est rentré l'école. en sélection, voilà, en école. Il faut juste que je le retrouve. Bonjour, je m'appelle Mathis, je fais partie des premiers pilotes à distance sélectionnés pilotes à distance de l'armée de l'air. Pour mon parcours, j'ai un bac scientifique que j'ai enchaîné avec une licence de psychologie et ensuite j'ai fait les sélections à Tours pour devenir EOPN, élève officier du personnel navigant, avec la spécialité drone. Déjà au lycée, j'avais l'intention de m'intéresser à la carrière militaire. C'est un métier qui pour moi est très particulier des autres, très différent. Et ensuite, quand le monde de l'aéronautique est arrivé dans ma vie, j'ai très vite fait le lien entre les deux. Et donc quand je suis allé au CIRFA, on m'a très bien accueilli et on m'a expliqué les différents cursus, dont celui des EOPN. Et donc très rapidement, j'ai fait le lien entre la carrière militaire et la carrière aéronautique. Et donc j'ai tenté les concours. Plutôt décrire ma position, ce serait la chance. J'ai la chance de faire partie des 3 premiers pilotes à distance de l'armée de l'air. C'est un domaine qui est tout nouveau et qui va être amené à grandir et à prendre une place majeure, je pense, au sein de l'armée de l'air. Je
considère ça comme une chance. Une expérience de vie incroyable, parce que c'est vrai qu'on a une formation qui est relativement courte, 3 à 5 ans en fonction de la spécialité. On a une carrière qui est aussi pas très longue, ça va jusqu'à 20 ans pour nous, maximum, mais ça reste, je pense, une expérience incroyable dans une vie. De la motivation, il faut beaucoup de motivation. C'est difficile, c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup de travail. J'en suis encore qu'au début, ça fait 1 an que je suis à Salon-de-Provence. Le chemin est encore long, avec du travail, c'est faisable. Déjà, je lui conseille d'aller se renseigner en CIRFA, c'est déjà une première étape à faire. Et ensuite, pour les sélections en elles-mêmes, s'entraîner sur des exercices de mathématiques, de calculs mentaux, de logique, par des jeux, ça marche très bien. Et ensuite, du sport. La cohésion, c'est vraiment développé, c'est important d'en avoir, mais elle se développe naturellement. Quand on ne peut pas faire quelque chose tout seul, on est obligé d'accepter l'aide des autres et on aide les autres quand eux ne peuvent pas le faire tout seul. La motivation, par l'intermédiaire du travail, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de travail et on n'y arrivera pas si on n'est pas motivé. J'en ai 2 qui me viennent en tête. Le premier, c'est le BIPM, le brevet initial de parachutiste militaire, qui reste quand même une étape importante. Que c'était la première fois que je montais dans un avion militaire. J'ai pas atterri avec l'avion parce que j'ai sauté en vol. C'était très impressionnant, je suis très fier d'avoir fait, c'est une expérience qui est incroyable. Et le deuxième moment, ce serait pendant la formation militaire générale de l'officier, la FMGO. On a fait un stage survie, donc on n'a pas mangé pendant un peu plus de 24 heures. C'était en décembre, on était sur un terrain militaire et on était en t-shirt. Et il faisait froid. Au BIPM, on a sauté sur une zone qui fait plusieurs kilomètres carrés d'herbe et sur cette zone-là, on a des bandes d'accélération qui font 50 mètres par 5 en béton pour les décollages planeurs et j'ai réussi à atterrir pile dessus. Voilà, et ça fait mal aux fesses. Donc pourquoi Salon? Parce que Salon il fait beau, il y a du vent. Hein. C'est pour ça que l'école initiale de pilotage est là-bas. Et pour aller plus loin, la formation des pilotes à distance, c'est comme ça qu'on les appelle dans l'armée de l'air, et ben elle se fait à Salon-de-Provence. Je vous entends plus. Pardon. Non, je disais déjà le saut en parachute, c'est super impressionnant. Alors, ils ont un cursus classique de pilote, hein, donc ils font la formation militaire générale de l'officier, ça dure 12 semaines, et ensuite ils font la formation en anglais. Ils passent après les formations et dans leur formation, eh bien, ils ont formation au parachutisme et à la survie, comme il a expliqué également. Alors que dans le civil, pas, hein, vous me rassurez. Non. Par contre, vous m'aviez, lieutenant Sam, vous m'aviez parlé d'un événement que vous allez mettre en place et qui va avoir lieu bientôt. Vous pouvez en parler Oui. ou c'est bon? Oui, il y a pas de problème. En fin de compte, c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas que l'armée de l'air qui a des drones, où il y a des drones. Hein. D'ailleurs, pas très loin d'ici, à Chaumont, au 61e régiment d'infanterie, c'est le régiment des drones de l'armée de terre qui met en œuvre le plus gros qu'ils ont, c'est le Patroller. Hein. C'est un drone assez conséquent qui protège l'avancée de l'armée de terre et qui renseigne sur l'avancée. Et puis après, ils ont des plus petits drones. Et la marine aussi ont des drones hein, pour voir autour des bâtiments de la marine nationale. Alors les bâtiments, c'est comme ça qu'on appelle les bateaux. Et tout ça va être réuni. On va faire un événement au centre commercial à Toison d'Or le 6 et 7 octobre. Et dedans, on a choisi comme emblème le drone parce qu'il y a des drones dans toutes les armées. Et je pense, comme l'a dit très bien l'élève pilote, le drone, c'est l'avenir dans les armées hein, pour beaucoup de choses, pour la protection, pour le renseignement, etc. Du coup, on a décidé que ça sera notre tête d'affiche. En tout cas, ça sera le drone. D'ailleurs, l'élément central, ça sera un drone de l'armée de terre qui sera exposé dans le rang central de la Toison d'Or. Donc du 6 au 7 octobre, vous pouvez rencontrer aussi des mécanos aéronautiques, des pilotes de Mirage 2000, des pilotes également d'hélicoptères de l'armée de terre, le régiment de drones de l'armée de terre, et puis également vous pourrez aussi vous initier aux nœuds marins parce qu'il y aura des spécialistes de la marine, aux oreilles d'or, il y aura vraiment tous les métiers qui seront représentés. Voilà, le 6 et 7 octobre à la Toison d'Or. Et vous me disiez que c'était un peu sur le modèle des World Skills qui avait eu lieu pour la découverte des métiers.
l'idée, c'était d'essayer de faire la même chose, d'amener des gens qui travaillent dans les forces qu'on ne voit jamais, et ben, qui viennent parler au contact du public, qui viennent au contact du public, de parler de leur métier et de leur quotidien. Et quoi de mieux qu'ils viennent avec leur matériel. Pour les mécanos, ça serait mécano du Mirage 2000 de Luxeuil. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la base la plus proche. Hein, la base, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la seule base drone en France, elle est à Cognac. Et le Reaper, vu son envergure, ne rentre pas dans la toison d'or. Hein, l'envergure, c'est 20 mètres d'un Reaper. On a l'impression toujours qu'il est tout petit, mais c'est vraiment assez conséquent comme appareil. Donc voilà. Et oui, du coup, la toison d'or, hein, le but, c'était de mettre, comme on a fait dans les WorldSkills, où les jeunes ont pu aller voir à quoi ressemblait les métiers par la pratique. On voulait faire à peu près la même chose. Toute proportion gardée, parce que WorldSkills, c'est vraiment un événement très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, on va passer aux drones civils qui sont peut-être un peu plus petits là pour le coup. Oui, un tout petit peu moins de 20 mètres. Non, je rigole, beaucoup moins de 20 mètres. Alors, on va vous lancer juste un petit PowerPoint, ça va nous faire un petit guide pour tout présenter pour nous présenter. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous nous voyez là? Enfin, vous voyez notre PowerPoint? Parfait. Très bien. Donc voilà, donc pour nous déjà se présenter très très rapidement, vous dire donc le centre de formation métier du drone, le CFAD, va fêter ses 10 ans l'année prochaine. On est un des tout premiers centres de formation, notamment dans le Grand Est. Et voilà, donc on est installé, donc notre siège social est à Nancy, et on a des centres de formation plutôt pas mal dans le Grand Est. On est aussi du côté de Dijon, à Ouge. Longvic, je crois. Sur l'ancienne base aérienne. Sur l'ancienne base aérienne de Longvic. Et puis, on a aussi un centre de formation à Dieppe et près de Reims. Je vous passe les détails. Alors, là, je vais passer la parole à Christopher. Donc, déjà, pour se dire qu'est-ce que c'est un drone pour le monde civil. Donc, le mot drone, en fait, il vient du mot faux bourdon, hein, d'accord? Donc, en fait, c'est un engin commandé à distance dont le pilotage est automatique ou télécommandé, d'accord? Donc, ça peut être des drones, nous, dans le civil comme dans le militaire, mais surtout dans notre activité à nous. Effectivement, on peut les préprogrammer et leur demander de faire des circuits qu'on va retrouver effectivement dans la sécurité, ou alors de les télécommander comme un drone très classique. Le terme drone, il est un petit peu galvaudé, puisqu'en fait, un drone, c'est un avion sans pilote, parce qu'en réalité, un drone, ça peut être aussi bien volant, terrestre ou encore amphibie. D'accord? Parce que nous, aujourd'hui, également, on travaille aussi dans les métiers de la sécurité avec des drones terrestres pour des questions de conditions de sécurité ou autres, ou des questions météorologiques quand on ne peut plus sortir nos petits drones civils. Hein, parce que autant le Reaper ou le Patroller va sortir par tous les temps, autant nous, nos drones de 50 cm, par grand vent et forte pluie, ils vont rester à la maison. Donc voilà, donc on a d'autres solutions pour ces cas-là. Donc comme vous disiez, nous, ça va être de quelques minutes en fonction du type de drone, à plusieurs heures en fonction également, et le poids, quelques grammes à plusieurs tonnes en fonction des machines. Donc plusieurs tonnes, on va être plutôt dans le domaine militaire. Plutôt dans le domaine militaire. Aujourd'hui, dans le domaine civil, on va monter jusqu'à 70-80 kg. Alors, je parle du domaine civil existant. Je ne vais pas parler du domaine civil qui est en train d'arriver, tel que le transport ou autre, où là, on va retrouver à nouveau des gros drones. Mais dans le domaine civil existant, on a des machines qui font 70-80 kg. Et là, on va plutôt être sur de la machine d'épandage. Sinon, en règle générale, pour des usages quotidiens et urbains, on va être sur des machines qui vont faire de 2 à 8 kg maximum. Voilà. Donc, en termes de vocabulaire, vous allez pouvoir rencontrer le mot drone, mais aussi l'UAV ou l'UAS. On vous a mis les significations. Donc, différents types de drones, Christopher. Voilà, après, vraiment, le drone, c'est un peu comme... c'est un peu comme le godet d'un tractopelle, hein, c'est-à-dire qu'on va s'en servir, chaque drone va avoir ses fonctions, sur chaque drone on va pouvoir installer ce qu'on va appeler des capteurs différents. Donc par exemple sur le M300 RTK, ça va être un drone qui va plutôt être un drone de modélisation et d'inspection. L'Inspire 3, c'est celui qui est le troisième, ça va être plutôt un drone
d'audiovisuel. Il y a les pattes qui se relèvent, la caméra peut tourner à plus de 360 degrés sur elle-même. En général, on va être à 2 pour le piloter, un pilote et un cadreur. Ensuite, on a des drones un petit peu à tout faire, on va dire comme le Mavic 3. Le Tundra, ça va être plutôt un drone pour faire du levage. Et on a également des drones type voyure fixe, où là, on va avoir un peu comme le Reaper ou le Patroller. Mais dans le domaine civil, on va rester quand même sur quelque chose qui va faire 50-60 cm, un peu moins d'un mètre en tout cas d'envergure. Mais là, on va être pour faire des grandes distances, pour aller faire des modélisations de terrain ou pour aller faire j'ai perdu le mot, excusez-moi, elle ne m'aidera pas, pour tout ce qui est analyse de terrain, analyse spectrographique, excusez-moi, j'y arrive, voilà. Thermographique aussi. Aussi. Ouais. Alors, nous, ce qui nous importait de vous communiquer, d'échanger avec vous sur cette notion de métier de télépilote de drone. On a bien compris que dans le domaine militaire, c'est un métier à proprement parler. Aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait dire la même chose dans le terme de dire que le télépilote de drone dans le domaine civil, c'est un métier en tant que tel. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de passer comme message aux gens qui nous appellent pour faire des formations, c'est qu'un drone, avant tout, c'est un outil. Voilà, donc effectivement, c'est un super outil qui permet de faire plein de choses, on va le voir. Mais en tant que tel, aujourd'hui, dans le monde civil, on ne cherche pas tellement de télépilote de drone, point. Dans le cadre d'un métier, d'avoir cette compétence en plus, et de connaître cet outil et d'être formé déjà pour cet outil, ça va être un plus dans le recrutement et dans la recherche d'emploi. On vous a mis quand même quelques chiffres aujourd'hui donc pour le côté civil. Donc environ 15 à 17 000 télépilotes de drones enregistrés aujourd'hui en France. Évidemment, un marché, là encore, en pleine croissance, puisqu'à priori, selon la DESAC, il y aurait 2000 nouveaux exploitants professionnels chaque année et pas de ralentissement observé. Et on a lu que d'ici 2025, le marché mondial pourrait atteindre 14 milliards de dollars. Je ne sais pas. Pour vous présenter un petit peu les principaux domaines aujourd'hui dans lesquels on utilise un drone et auxquels nous, on forme des stagiaires. Donc, gros demandeurs de télépilotes de drone, donc tout ce qui est BTP pour les inspections, pour la maintenance, pour les relevés topographiques, pour les modélisations de bâtiments, etc., etc. Mais là, vous voyez, ça prend toute sa dimension, c'est-à-dire que nous, on va former un télépilote de drone. Dans les certifications, il va avoir une teinte BTP, mais jamais on ne remplacera tous les enseignements qu'un géomètre peut avoir dans sa formation de géomètre ou qu'un inspecteur d'assurance pourra avoir dans sa formation. Le deuxième gros secteur, c'est médias-communication. C'est peut-être historiquement un peu le premier secteur qui a été très demandeur. Aujourd'hui, vous le voyez dans toutes les pubs que vous pouvez voir, les films, mais même les vidéos institutionnelles. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule vidéo où il n'y a pas au moins un plan de drone. Et on doit dire que l'œil des téléspectateurs s'y est fait. Et donc, on ne peut plus imaginer aujourd'hui de faire un film sans une image de drone. La surveillance sécurité en termes civils, ça arrive. Aujourd'hui, elle est un petit peu du ressort des administrations dédiées, voilà, du régalien. Donc nous, on commence à s'y intéresser très sérieusement parce qu'on sent que ça va être vraiment le gros domaine de formation à pourvoir là dans très peu de temps. Mais voilà, pour l'instant, on peut y travailler parce que c'est encore très réglementé par rapport au domaine qu'on va toucher. Les assureurs, l'immobilier, si vous avez recherché un appartement, vous voyez qu'il y a plein maintenant d'agences immobilières qui font des prises de vue au drone pour vous donner envie d'acheter des maisons, etc. Les assureurs, encore une fois, pour inspecter des dégâts, etc. Et puis les agriculteurs, les chasseurs sont gros demandeurs aussi de formation en drone pour modéliser des choses, pour constater des dégâts de gibier, etc. etc. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure. On sait que Mme Perrin fera le lien, donc on pourra y répondre si vous le souhaitez. Alors, on passe. Alors, on voudra, si on a le temps, on vous montrera un ou deux films, voilà, d'illustration de ce qu'on peut faire avec un drone.
Nous, on a des typologies, on a recensé à peu près 4 types de personnes qui nous appellent pour faire des formations. Donc, celles qui sont les plus naturelles, je dirais, sont les personnes, dont je vous l'ai dit, déjà en poste, qui cherchent à acquérir une compétence complémentaire au métier. On a parlé des géomètres, il y a eu les couvreurs beaucoup aussi, les photographes, les vidéastes, les agriculteurs. Voilà, donc pour eux, c'est facile, on arrive très bien à entendre leurs besoins et à leur vendre les formations qui vont avec. On a beaucoup de gens qui cherchent un premier emploi en tant que télépilote ou une reconversion. Et c'est là qu'on a besoin de vous, que vous soyez bien informés sur la réalité du marché. Donc, c'est des gens qu'on va écouter dans leurs besoins, mais à qui on va être quand même on va être très pédagogique avec eux parce qu'on va leur faire déjà comprendre que le drone, ce n'est qu'un outil. Donc, selon d'où ils viennent, ça ne va pas être si facile de se lancer dans une reconversion, de faire sa petite entreprise de télépilotage de drones. On va faire aussi du pédagogique parce que bien souvent, ils ne se rendent pas compte que des drones, financièrement aussi, ça coûte un petit peu cher, donc pour certains très cher. Voilà. Et puis après, il y a des gens qui sont déjà dans un milieu un petit peu, qui n'ont pas tout à fait un métier adapté, mais qui sont déjà dans le milieu, qui ont déjà un carnet d'adresses, par exemple, et donc qui cherchent à acquérir une nouvelle compétence ou qui cherchent, qui vont soit lancer leur entreprise, soit faire une recherche d'emploi. Donc là, on a pas mal, effectivement, de gens qui comprennent que les agents de sécurité par drone vont être des gens qui vont être recherchés très, très rapidement, mais aussi les caristes, les logisticiens, puisqu'aujourd'hui, les inventaires dans les immenses, par exemple, dans les immenses entrepôts se font aussi par drone. Ça permet, en termes de sécurité, de limiter l'usage des nacelles. Et on s'est rendu compte qu'on avait un gain par rapport chez certains logisticiens de l'ordre de 20 à 25% de temps sur des inventaires. Et autant vous dire que 20 à 25% de temps gagné dans une allée qu'on bloque chez un logisticien, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà. On en a parlé un petit peu, les futurs créateurs d'entreprises qui là vraiment souhaitent se spécialiser dans les prestations de services par drone. Alors certains très avec un seul type de prestation de service, d'autres qui visent très large et qui veulent présenter plusieurs compétences à leurs futurs clients. Et enfin, pas mal de futurs retraités qui cherchent, comme ils sont déjà dans un milieu, ils ont un carnet d'adresses, qui cherchent peut-être à faire un petit business après leur retraite pour soit pas s'ennuyer chez eux, soit se faire un petit complément de salaire par rapport à leurs compétences déjà en place et des technophiles comme ça qui se disent tiens, pourquoi pas moi pour le drone. En tout cas, il y a quand même un très gros engouement par rapport à cet outil. Alors, pour devenir télépilote de drone. Allez. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre, c'est un peu comme le code de la route, comme le permis de conduire, j'ai envie de dire. Il y a 2 éléments principaux, comme le code, il y a la théorie, pardon. Là, la théorie, au jour d'aujourd'hui, parce que les choses vont changer en 2024, mais grosso modo, ça va rester la même chose. Donc, on a une partie théorique qui est un examen aéronautique qui s'appelle aujourd'hui le CATT, donc le certificat d'aptitude théorique de télépilote, qui avant, c'était tout simplement le théorique ULM. Avant 2018, on passait un examen ULM pour pouvoir piloter un drone. Donc maintenant, il a son propre examen. Il va changer de nom au 1er janvier, mais grosso modo, on va retrouver les mêmes éléments. Donc c'est un examen qui se passe en centre auprès de la DGAC. Donc là, on est vraiment sur un examen aéronautique. C'est pour ça que j'insiste sur ce terme-là. Sans lequel, évidemment, comme votre permis, si vous n'avez pas le code, vous ne pouvez pas prétendre à être télépilote professionnel. Et ensuite, on a la partie pratique à passer. Donc là, on va vous apprendre vraiment, à piloter le drone de façon basique, voire standard, j'ai envie de dire, dans les différents scénarios opérationnels qui existent actuellement en France, qui sont S1, S2, S3 et qui au 1er janvier vont devenir STS 01, 02 et Open, mais ça, je rentre dans des détails un peu complexes. Mais sachez qu'aujourd'hui, théorie et pratique. La pratique est obligatoire de passer par un centre de formation. La théorie peut être préparée seul, en autonomie, de façon individuelle. Ça reste un examen aéronautique, donc ça demande quand même des connaissances en météo, en navigation, toute la partie réglementation, et pas que la réglementation, drone,
C'est vraiment vous insérez un appareil dans l'espace aérien. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et à partir de là, on doit respecter les règles de l'air, tout simplement. Parce que le lieutenant voit de quoi je veux parler. Voilà. Donc avec ces deux éléments-là, vous êtes pilote de drone. Mais être pilote de drone, comme on l'a dit, finalement, un drone, c'est un caillou avec des hélices. Donc, si on veut en faire quelque chose, c'est là où on va également proposer d'acquérir une expertise métier. Et nous, cette expertise métier-là, elle va se faire en parallèle de la formation la plupart du temps, donc soit dans l'audiovisuel, dans le BTP, dans l'assurance immobilière, la chasse. Après, on trouve plein de choses. On a également aujourd'hui du démoussage, on a parlé de la sécurité. Voilà, on n'allait pas tout vous remettre sur cette slide-là parce qu'il y a tellement de choses. Et on découvre aussi des usages réguliers, de nouveaux usages. Donc là, par exemple, je vous parle du démoussage. Voilà, le démoussage de toiture ou de nettoyage de façade par drone, c'est quelque chose qui a moins de 2 ans. Et aujourd'hui, on en est à, on est en pleine expansion justement sur du créateur d'entreprise dans ce type d'activité. Voilà. Je crois qu'il y a une question, Christopher. Vous voulez qu'on y réponde maintenant? C'est parce que j'ai apparu, vous avez su qu'il y avait une question. On a vu le chat, alors on a 4 yeux, alors on peut voir. Oui, la question c'est combien d'heures de théorie? Alors très peu en fait. Dans l'ensemble, les formations pour devenir télépilote de drone, elles sont assez courtes. Évidemment, pas du tout de la teneur de ce que nous a exposé le lieutenant Sam. Mais voilà, donc en tout cas aujourd'hui pour être télépilote de drone, donc vous l'avez compris, Christopher vous l'a dit, le CATT, donc c'est un examen officiel proposé par la Direction Générale de l'Aviation Civile. On n'est pas obligé de passer par un organisme de formation pour le préparer. Donc il y a des gens qui prennent un bon bouquin, des sites internet pour s'entraîner, qui le font tout seuls. Nous aujourd'hui, on a plusieurs formules pour préparer à l'examen. On ne peut que préparer à l'examen. La formule la plus longue, c'est 5 jours de présentiel. En gros, c'est 49 heures. Alors, 5 jours de présentiel, il y a toujours un petit peu de e-learning. Avant chaque formation, pour nous, on a toujours du e-learning avant pour pouvoir un petit peu lisser le niveau de nos stagiaires, pour qu'ils n'arrivent pas comme ça avec des niveaux complètement disparates. Donc, il y a à peu près 14 heures de e-learning et puis 35 heures de présentiel. Ça, c'est le maximum chez nous pour la théorie. C'est assez, c'est assez violent quand même. C'est dense. C'est dense, voilà, c'est ça. C'est très, très dense de ramener l'ensemble de la réglementation sur 35 heures. Voilà, enfin sur 49 heures avec le e-learning, mais en gros, c'est ça. En fait, avant, les formations au CFAD, elles étaient plus longues. On s'est adapté au marché, en fait. Les salariés, par exemple, qui devaient venir en formation, nous disaient « mais moi, je ne peux pas venir ». Avant, les formations, elles faisaient 10 jours et 10 jours. Ils ne pouvaient pas s'extraire comme ça de leur métier pendant aussi longtemps. Donc, on s'est adapté, notamment grâce au e-learning. Mais voilà, donc, comme dit Christopher, c'est un petit peu violent et un petit peu long, un petit peu, c'est dense. Une formation pratique, elle va aller, en gros, en moyenne, elle va faire 5 jours. On va monter jusqu'à plusieurs jours, plusieurs autres jours, selon qu'on y ajoute des expertises métiers. Mais en gros, pour quelqu'un qui est un petit peu intermédiaire, qui n'est pas un télépilote déjà ou qui n'est pas complètement débutant, ça va durer 5 jours. Donc, vous voyez, on est sur des formations très, très courtes. Mais ça représente quand même encore 35 heures de boulot, quoi. C'est pas non plus… Plus du e-learning. Plus du e-learning, voilà, c'est ça. On leur envoie, par exemple, en amont, on leur envoie un simulateur pour que tout le monde, pour qu'il n'y ait pas ce temps d'adaptation à la manette. Du coup, ce temps d'adaptation, ils le font chez eux, à leur rythme. Certains vont faire que 7 heures de simulateur, d'autres auront besoin de 25 heures pour pouvoir, comme ça, arriver déjà en centre de formation avec déjà une dextérité au niveau des manettes de pilotage du drone. Et pour les formations, en fait, on voulait vous redire qu'effectivement, c'était une obligation réglementaire. Tu veux redire des choses? Oui, on a à peu près tout dit. Donc, oui. Donc c'est une obligation réglementaire parce qu'en fait, vous devez vous inscrire, vous devez vous déclarer pour être télépilote de drone dans l'ensemble des scénarios pour pouvoir travailler en ville, enfin partout, dans toutes les conditions. Il faut être ce qu'on appelle exploitant. Et pour être exploitant, donc il faut effectivement le CATT plus attestation de formation pratique. Et là, vous allez pouvoir donc devenir ce qu'on appelle exploitant. Voilà. Et donc du coup, on voulait un petit peu vous dire pourquoi se former au drone en fait. Donc on vous l'avez compris à la fois pour développer ses compétences métiers. Donc on part bien d'un métier
et on s'octroie la possibilité de se servir de cet outil extraordinaire, innovant et en pleine expansion. Et donc, du coup, voilà, acquérir de nouvelles compétences, mais aussi pour la sécurité des personnes. Le drone, il a la particularité de vraiment d'aller dans des zones compliquées, de pouvoir monter très haut sans danger. Quand on fait de la désinsectisation, par exemple, quand on va aller envoyer une cartouche de gaz dans un nid de frelons, le drone, lui, il ne craint pas les piqûres de frelons asiatiques. Donc voilà, donc le drone, effectivement, c'est un outil génial parce qu'il participe à la sécurité de tous. Quand on a fait un peu la promotion du démoussage par drone dans des salons, il y a toutes les personnes qui nous disent « Ah bah oui, c'est bien, comme ça mon mari ne montera plus sur le toit pour démousser lui-même le… » Donc vous voyez, le drone, il trouve toute son utilisation. Donc en termes de sécurité, il est vraiment très bien. Et puis Christopher le rappelait, en termes de rentabilité, c'est aussi un outil extraordinaire. Et ça, les entreprises le comprennent très très bien. Et on voit de plus en plus de personnes en interne en formation. On va départager. Je ferme juste le PowerPoint. Pour info, en termes d'entreprise, aujourd'hui, on forme aussi bien des grandes administrations, des grands groupes, on va dire ex-administration, EDF, ONF, DNF, SNCF, voilà, tous ces choses-là. Voilà, c'est ça. On a également donc, du pompier, la sécurité civile qui vont venir se former, et également donc, beaucoup d'entreprises, des bureaux d'études, c'est ce qu'on disait, des géomètres, des cabinets d'expertise. Ça, c'est vraiment aujourd'hui le gros de nos stagiaires, et de plus en plus de collectivités. Justement, quand ils ont des inspections de toiture à faire ou autre, plutôt que de commander une nacelle ou d'y aller de monter un échafaudage, ça permet, on prend le drone et une fois qu'on a les autorisations, en quelques minutes, on a pu mettre en place l'inspection de toiture ou des choses comme ça, sans prendre le risque de monter sur le toit ou des choses comme ça. Donc c'est toujours un véritable intérêt par rapport à tout ça. Donc on note bien que c'est pas forcément un métier en soi dans le civil, que le drone n'est qu'un outil, mais que ça peut être un complément à un métier déjà existant pour développer ses compétences, comme vous le disiez, et que c'est pas inintéressant sur un CV de dire oui, je sais aussi piloter les drones pour faire ça ou ça. Excusez-moi, on le voit apparaître dans les offres d'emploi en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde civil, on ne voit pas d'offres d'emploi de télépilote de drone tel quel, très peu, vraiment très très peu. Par contre, on commence à voir pas mal d'annonces qui disent, par exemple dans le BTP, en prérequis, si vous avez déjà l'examen de télépilote de drone, ça serait un plus. Voilà, donc ça, on commence à le voir. Et aujourd'hui, par exemple, dans les métiers de la communication, un jeune qui démarre, s'il n'est pas télépilote de drone, il va avoir du mal à trouver du boulot parce que ça fait tellement partie du métier de la com que, voilà, en tout cas pour les preneurs d'images. Oui, on le voit bien dans les vidéos maintenant qui circulent dans les émissions de télé. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous mette un tout petit témoignage d'un… On va être un peu court là, mais comme l'un comme l'autre, et puis je me dis après, quand on a fini sa carrière dans le militaire, on peut aller dans le civil. Je vous ai coupé le micro par contre. Non, toujours pas. Alors, autant que ça revienne, je vais me permettre effectivement de dire qu'il y a des passerelles qui sont en train de se faire, et on avait d'ailleurs rencontré… on a eu l'occasion d'aller à Chaumont, justement, rencontrer vos homologues de l'armée de terre pour discuter un petit peu, effectivement, des différents éléments et des différentes passerelles qui seraient possibles avec un centre qui est en train de se mettre en place, un partenariat public-privé, justement, qui permettra d'accueillir d'anciens pilotes de drones militaires vers le civil. Voilà. De toute façon, il n'y a pas tous les militaires qui font une carrière dans l'armée. On a pas mal de contractuels. Aujourd'hui, il y a une grande partie qui va partir, qui va partir à un moment dans sa carrière. Ça va être une première expérience professionnelle. Du coup, il y a des spécialistes qui ont déjà la compétence drone et il y en a d'autres qui vont l'acquérir en plus après en reconversion, puisque dans les armées, on a un dispositif d'aide à la reconversion quand on veut arrêter l'engagement militaire. En tous les cas, je vous remercie tous les trois. C'était vraiment très intéressant. Donc, je souhaite à tout le monde un très bel après-midi.
N'hésitez pas, le replay sera disponible au plus vite dès qu'il sera monté sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Je le dirai aussi à nos participants que vous pourrez retrouver vos témoignages et vous revoir si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Et je me permets de dire que nous, on reste à disposition si besoin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi, pour faire de la pédagogie autour du métier. Et pour notre part, si vous voulez plus d'informations, on n'est pas très loin. On est 24 avenue Garibaldi, à côté de la place de la République. Il ne faut pas hésiter, on est ouvert du lundi au vendredi. Ils sont à côté de chez nous, ils sont en face, il n'y avait Exactement. qu'à traverser la rue. Voilà. Merci à tous et potentiellement notre prochain webinaire, ce sera sur les métiers de l'hydrogène, si j'y arrive. Là, ça va être compliqué, mais du côté mobilité, les futurs véhicules de l'avenir, les véhicules à hydrogène. Voilà. Merci à toutes et tous et très bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.